à toutes, bonjour à tous. Salut mon cher Bruno. Salut Julien, comment tu vas? Ça va impeccable, ça va impeccable. C'est la fin d'année, tout va bien, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez à la mode, assez. On voit beaucoup de choses écrites là-dessus. Je sais pas pourquoi on en parle mi-décembre. C'est peut-être parce que le taux de cette hormone est au plus bas à cette période de l'année, peut-être dû à des déficiences de vitamine D, on ne sait jamais. Mais en tout cas, on voulait parler de la testostérone. Donc c'est un sujet qu'on voulait remettre voilà, sur la table, entre guillemets. Et tu avais des choses intéressantes à nous dire sur ce sujet-là. Donc je te lance voilà, on en parle beaucoup en médecine anti-âge de cette testostérone. On en donne quasi à tout le monde à partir de 50 ans. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de médecine anti-âge, hein. Ça c'est la testostérone est à la mode, hein. On montre l'hormone masculine, la testostérone chez l'homme, comme l'hormone vraiment anti-âge. C'est complètement faux, hein. Ben, ça c'est déjà, il faut enlever ça de sa tête. C'est une hormone de confort. Ça c'est vrai, hein, pour vivre mieux, mais pas du tout une hormone de longévité, hein. Parce que scientifiquement parlant, par exemple, si on regarde la restriction calorique, c'est la durée de vie qui va être améliorée de 2 à 3 ans. Mais par exemple, chez les énuques, hein, c'est des études qui ont été faites chez l'homme et non l'animal, on sait que ça va détrôner l'anti-âge parce qu'on sait que les hommes énuques, on pourrait dire castrés, ont une durée de vie à peu près supérieure à 14 ans de plus. Hein, on peut dire, waouh, ça fait un choc, c'est juste pour choquer. Hein, mais c'est pas pour dire qu'il faut faire, voilà, comme Ça casterait. voilà, faut castrer, faut monter une clinique anti-âge sur la castration. Il y aura pas beaucoup, ils vont faire faillite, il y aura peu d'adeptes, hein. Mais juste pour dire, le fait quand même que les castrés ont des télomères plus longs, ils ont des ADN mitochondrieux qui fonctionnent, l'altération aussi de leurs gènes lié à la sénescence, baisse de la sénescence cellulaire. Donc tout ça, ça participe, c'est beaucoup mieux, hein, pour vivre longtemps. Par contre, il y a certainement un manque de confort, il y a d'autres symptômes qui vont arriver. Mais je veux bien faire la distinction entre longévité et puis l'hormone de confort. Hein, parce que sérieusement, on sait que la prise quand même de testostérone ou avoir un bon taux de testostérone, ça va améliorer la qualité de vie. Tous les paramètres métaboliques vont être améliorés, mais c'est pas du tout l'exilieur de jouvence qu'on pourrait penser, parce qu'on sait par exemple que les hommes, bon, vivent plus longtemps que les femmes, c'est lié, les femmes, pardon, vivent plus longtemps que les hommes, c'est lié au rapport des estrogènes et de testostérone. La testostérone chez l'homme fait pas vivre plus longtemps, mais on sait que les estrogènes font vivre plus longtemps la femme, hein. C'est pour ça qu'on peut se poser pourquoi la question la femme vit plus longtemps, hein. Donc le but de notre entretien, c'est d'expliquer aux auditeurs, hein, qu'il est plutôt souhaitable d'avoir un taux correct de testostérone avec l'âge, plutôt qu'un taux bas, hein, qui est aussi synonyme de mauvaise qualité de vie. Clairement. Clairement. Alors, juste avant de rentrer dans des causes de déficit, comprendre tout ça, est-ce que tu peux revenir sur juste la signalisation de la production de cette testostérone et nous parler aussi de la réception des hormones, des récepteurs aux androgènes qui sont aussi Ouais, c'est important puisque importants. quand on parle d'une hormone, il faut parler de toute sa signalisation de A à Z. Donc un petit rappel quand même pour dire que la testostérone, elle est produite par l'hypothalamus, Mhm. qui libère du LH-RH, hein, qui stimule l'hypophyse. L'hypophyse, lui, à son tour, stimule ce qu'on appelle les gonades LH-FSH, un luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, qui stimule la testostérone. Donc l'homme, là, il va produire par le testicule entre 5 et 7 mg par jour de testostérone. D'accord? Il y a une partie qui est transformée sous l'effet de la 5-alpha-réductase en DHT, c'est à peu près 10%, donc qui agit sur les récepteurs androgéniques. C'est l'hormone, on dit, de la virilité, des glandes sébacées, et en même temps, c'est celle qui permet aussi d'avoir une très bonne libido. Ensuite, vous avez une partie qui est transformée en estradiol sous l'effet de l'aromatase, c'est-à-dire que là, c'est 0,4%, hein, qui est importante aussi pour le cerveau, les cheveux, les os et la graisse corporelle. Parce que on dit que les estrogènes font prendre du poids. Non, c'est une hormone lipolytique et on sait bien que les femmes à la ménopause prennent du poids parce qu'elles manquent d'estrogènes. Chez l'homme aussi, elle est lipolytique, hein, mais tout est une question de rapport parce que c'est le rapport qui est important entre la testostérone et les estrogènes. Et en fin de compte, le catabolisme ensuite, après il y a aussi des récepteurs un peu partout, le cerveau, les muscles, donc la testostérone va aller là aussi sur ces récepteurs-là, d'accord?
Super. Et c'est justement cette signalisation au niveau des récepteurs. Il y a des adaptations. Si tu en donnes trop, il y a une Bah, sensibilité qu'on peut améliorer. alors, on pensait qu'avant, que la testostérone, ce qui était intéressant, je voulais quand même parler de cette testostérone parce que les études auparavant montraient que les gens avaient certaines maladies et affections qui étaient liées à cette diminution de la production de testostérone, d'accord? Donc il y avait des maladies d'obésité, de diabète, maladies cardiovasculaires. Par contre, plus récemment, on s'est aperçu que dans ces études récentes, que la testo ne diminue guère avec chez l'homme en bonne santé, mais que justement ces affections, que ce soit l'obésité, syndrome métabolique, maladie cardiovasculaire, peuvent faire baisser aussi la testostérone. Donc c'est un peu l'histoire de la poule et l'œuf, mais voilà. Donc c'est aujourd'hui plus tranché par le fait que c'est des problèmes métaboliques, parce qu'avec l'âge, il n'y a aucun effet sur le taux de testostérone, d'après les études, une modeste baisse qui est plutôt liée avec des symptômes comme un manque de libido, on va retrouver justement de la fatigue, mais c'est pas forcément spécifique à la testostérone, mais peut l'être. Donc il faut bien évaluer entre quelqu'un qui a un hypogonadisme lié à cet axe hypothalamus, hypophyse testiculaire, là où il y a vraiment une déficience, et celui qui a vraiment des problèmes métaboliques. D'accord? D'accord. Ouais. Ok. Tu nous as parlé de la balance testostérone-œstrogène. Qu'est-ce que tu peux nous en dire entre cette notion d'équilibre-là? Alors, c'est important parce que la balance, après, on parlera des récepteurs. C'est ça que tu voulais qu'on parle. Je t'ai déjà. Non, si tu veux, tu peux revenir sur les récepteurs, j'ai pas de Non, problème. parce que si on finit la signalisation et après c'est les métabolites. Bon, si tu veux, après on peut faire l'inverse, c'est comme tu veux. Mais je pense que c'est bien de parler sur toute cette signalisation, d'accord? Ouais, Et clairement. les récepteurs, pourquoi les récepteurs j'y tiens? Parce que c'est quand même l'aboutissement, parce que s'il n'y a pas de récepteurs, de stimulation à ces récepteurs aux androgènes, il n'y a pas on va dire, de transcription. Donc là, il n'y a pas d'expression au niveau de ces récepteurs, on va avoir des gros problèmes, on peut avoir un taux de testostérone élevé et si les récepteurs on les bloque, il se passe rien, avec des anti-androgènes. Donc le niveau de testostérone n'ont pas forcément une importance cruciale, mais plutôt les récepteurs. Donc il y a des gènes, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Alors il y a ce qu'on appelle les CAG courtes, c'est des cytosines, adénine et guanine, qui sont ces récepteurs. Et plus on a, on va dire, des nombres de répétitions de ces CAG, et ben plus on est sensible aux récepteurs. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus musclés, et on le voit, ils sont solides comme des rocs, ils font pas forcément de la musculation, mais ils ont une sensibilité de ces récepteurs aux androgènes qui est supérieure. Et ça, c'est des tests qu'on peut mesurer aux États-Unis. Nous, on le fait pas en France. Donc, moins on a de répétitions de CAG, plus on aura une transcription au niveau des récepteurs, des androgènes récepteurs, qui va être bénéfique. Donc, pour résumer, en étant simple, moins de répétitions CAG, meilleure qualité musculaire, plus de gains par molécule de testostérone dans le corps. Et ça, on peut malheureusement rien y faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'optimiser l'expression des récepteurs aux androgènes. Et là, c'est pour ça que moi, on en parlera un peu tout à l'heure, je parle beaucoup de la carnitine ou de l'acétylcarnitine. C'est le seul produit, c'est pour ça dans le Roadap on l'a mis, parce que c'est le seul qui est capable d'améliorer, avec l'exercice physique, bien évidemment, cette sensibilité des récepteurs aux androgènes dans les cellules musculaires. D'accord ? D'accord. Donc on peut jouer sur cette sensibilité Voilà, on peut pas jouer sur le nombre parce que ça c'est génétique, mais on peut jouer sur la sensibilité. Ça c'est important, d'accord? Ok. Avec l'acétyl et carnitine. Ok. Voilà. Parce que souvent on pensait que la testostérone est liée au récepteur des androgènes, ça c'est clair, et que dès qu'on a un tel faible niveau de testostérone égale symptôme. Ben non, parce que des niveaux élevés de testostérone, on pensait que c'était l'excellence masculine, c'est pas si simple que ça, c'est faux. La biologie est toujours plus complexe qu'on peut l'imaginer, et là c'est important de comprendre justement cette sensibilité aux récepteurs. Et c'est pour ça que je voulais quand même faire une petite parenthèse sur la mitochondrie, puisque ça se passe dans la mitochondrie, et c'est pour ça qu'une santé mitochondriale est importante, parce que c'est elle, quand les mitochondries sont soumises au stress, que ça soit des polluants, que ça soit n'importe quel stress, elle va séquestrer le récepteur des androgènes. Ça conduit à moins de récepteurs d'androgènes pour se lier à la testostérone.
donc entrer dans le noyau pour la transcription. Alors, moins de transcription, moins de fonctions protéiques associées à la testostérone, hein, tout ce qu'on aime, la croissance musculaire, la libido, la vigueur. Donc, ça signifie quoi? Il faut une santé mitochondriale maximum avec l'âge, et c'est pour ça que c'est important de comprendre la mitochondrie parce que la synthèse se fait. Il y a un truc qui s'appelle la STAR, Steroid Acute Regular Protein. C'est médié par le LDL. Ce LDL se transforme c'est un cholestérol dans la mitochondrie par des cytochromes et il va convertir ce LDL en prégnénolone qui est la mère de toute la synthèse des hormones. Donc c'est la première cause de la baisse de testostérone sont les insultes sur la mitochondrie. Jamais oublier ça. Donc ça, on pourra refaire une petite vidéo là-dessus sur l'optimisation justement de cette fonction mitochondriale qui est quand même un élément clé en andrologie, à la fois sur la signalisation et la synthèse. Hein. Cela, ça va permettre aux récepteurs des androgènes de déclencher, par exemple, le cancer de la prostate de manière indépendante de la testostérone. Donc on dit souvent là, que c'est la testostérone, peut être indépendante justement de cela, hein, parce que c'est la mitochondrie dans la prostate qui est touchée. Hein. D'accord ? Ok, super intéressant ça, super intéressant. Est-ce que tu veux... C'était juste une petite aparté, mais c'est quand même important puisque quand on parle de synthèse, il faut toujours penser à la mitochondrie, hein, d'accord ? Et de sensibilité au récepteur. Exactement, exactement. Est-ce que tu veux revenir sur la notion d'œstrogène et de... Ah oui, c'est important parce que les estrogènes, on en parle beaucoup dans les milieux anti-âge, du fitness aussi, et on dit bon c'est vrai qu'un niveau trop élevé d'estrogène est mauvais. Hein, parce que cette testostérone est convertie parce que vous avez trop de tissu adipeux ou alors vous avez le foie qui convertit trop en estradiol. Et effectivement, on peut avoir une prise de poids, des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et des cancers. Par contre, ce qui est important de noter, c'est qu'un taux d'estradiol augmente les maladies cardiaques, par exemple, pour parler d'une pathologie, uniquement chez les hommes ayant un faible taux de testostérone. Ça change toute la donne, ça. En fin de compte, c'est le rapport testostérone-estradiol qui est le plus important, je le répète, et c'est pas seulement un taux élevé d'estradiol qui est susceptible d'augmenter les maladies cardiaques, uniquement les hommes ayant un faible taux de testostérone. Hein. C'est toujours à remettre en question avec la corrélation de la testostérone. Et je vais parler justement de ce qu'on ne parle pas, c'est qu'il y a beaucoup plus dangereux, c'est un faible taux d'estradiol. Hein, parce que les estrogènes, c'est important pour la densité osseuse, pour le cerveau, hein, ça joue sur l'humeur, hein, c'est l'hormone même de la libido. Vous prenez un anti-aromatase, la libido chute. Hein, on bloque l'aromatase, c'est pas bon. Pourcentage aussi de la graisse corporelle, fonction érective, sensibilité pénienne, la libido est liée justement à ça, le cholestérol LDL, les fonctions cognitives, la modulation d'inflammation, etc., etc. Donc, comprendre qu'un taux faible entraîne aussi une augmentation de la masse grasse, ça on le voit chez les gens qui ont un gène qui est sur l'aromatase qui marche pas, ils prennent du poids et il y a une diminution de la libido et de la fonction érectile. Donc ça c'est important. Rappelez-vous, les hommes ayant des taux d'estradiol et de testostérone plus élevés ont une plus grande libido. Hein, donc il faut les deux. Hein. Et souvent en médecine anti-âge, il y a une tendance à dire que les estrogènes sont mauvais, peuvent causer cancer de la prostate, etc. L'excès d'estrogène est aussi mauvais parce que c'est dangereux. Alors que vous prenez le remplacement TRT, hein, c'est la testostérone ou vous en prenez pas, mais souvent les médecins ils vont chercher à baisser les estrogènes chez l'homme au-dessus de 30. Ça c'est une hérésie, ça a été écrit dans Life Extension. Ça vous le mettez à la poubelle, ça veut rien dire, c'est le rapport qui compte. Et la cerise sur le gâteau, c'est qui donne de l'arimidex, qui est un anti-aromatase afin de bloquer la conversion de testostérone en estradiol. Même à petite dose, c'est puissant puisqu'ils peuvent en prendre une fois par semaine. Mais ce qui est grave là-dedans, c'est une erreur, hein, parce qu'ils veulent baisser en dessous de 30. Et on sait aujourd'hui que l'arimidex, parce que dans le cancer de la prostate, ça c'est important de comprendre ça. Et les oncologues, il y a certains oncologues qui savent ça. C'est pas une histoire forcément d'estradiol, c'est des récepteurs bêta et alpha. On a une balance entre les récepteurs bêta et alpha. Les bêta, ils sont protecteurs, les alpha, ils sont proliférateurs et donnent le cancer. Ils sont plutôt protecteurs. Et ben, ce que fait l'arimidex, c'est qu'il stimule les récepteurs alpha. Donc, on a tout faux. On a tout faux. On stimule encore plus. Donc, on peut créer un cancer de la prostate avec l'arimidex. Donc, c'est un paradoxe, quoi. Total.
Ok, ça c'est intéressant cette histoire de rapport testostérone. Et puis, je voudrais dire aussi ceux qui font, parce une parenthèse pour ceux qui font du fitness, hein. On dit, voilà, l'important avec l'âge, c'est de maintenir sa masse musculaire. Ça, c'est important. Il faut faire de l'exercice physique parce que ça crée une uprégulation des récepteurs androgéniques dans le muscle. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que les estrogènes jouent aussi un rôle dans la construction du muscle. Ils augmentent l'hormone de croissance, l'IGF-1, les facteurs de croissance endothéliale, vasculaire, donc une meilleure adaptation à l'entraînement. Ça va jouer aussi sur l'utilisation du glucose, c'est important. Ça joue aussi sur la concentration des récepteurs aux androgènes. C'est-à-dire que c'est grâce à ces estrogènes qu'on a des récepteurs androgéniques. Donc on voit ici que justement, c'est quand même important de pas vouloir couper. Bien évidemment, il faut toujours regarder le rapport, on va voir tout à l'heure, entre cette testostérone et cette estradiol. Ça, c'est crucial. Mais on va en parler. Hein. Ok. On revient sur la notion de testostérone et pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup? Quelles sont les causes de cette baisse de testostérone? Est-ce que c'est juste l'âge ou tu vois d'autres causes? Ah bah, il y en a énormément. C'est là que le bas blesse, c'est que en fin de compte, il y a tous les polluants qui interfèrent avec le système hormonal masculin. Hormis certains médicaments, hein, l'aldactone, tout ça, on va pas parler. Il y en a, ça, il faut aller vérifier. L'alcool, le tabac, tout ça, c'est pas bon. Mais tous les polluants environnementaux dans l'air, dans l'eau, dans les produits cosmétiques, tout ça, c'est bourré de substances chimiques qui sont souvent des perturbateurs endocriniens. Hein, on prend les biocides, tensioactifs, les pesticides, les agents plastifiants, les régulateurs de flamme, enfin tous les polluants atmosphériques, hein, oxyde de soufre, monoxyde de carbone, plomb. Tout ça, c'est des perturbateurs endocriniens et les xénoestrogènes, les phthalates, les perfluorés, tout ça, ça va faire que ça va entraver l'action de la testostérone sur les récepteurs des androgènes. Et en plus, ce sont des estrogènes mimétiques, ce qu'on appelle xénoestrogènes. Xéno en grec, c'est étranger, et souvent avec une affinité sur les récepteurs androgènes chez l'homme et estrogéniques, et qui vont créer des problèmes féminins. Hein, et on voit aujourd'hui de la fertilité et aussi les hommes avec une baisse de la virilité liée à tous ces polluants-là. Okay, alors, ça c'est l'exposome. Ah oui, oui. Et puis après, bien évidemment, il y en a d'autres. Si on va parler, par exemple, en médecine alternative, hein, par exemple, on sait que la réglisse, ça joue aussi sur les récepteurs estrogéniques. Les gens qui boivent 5 tasses de thé vert par jour ont une baisse aussi de la testostérone de 20%. Mais le pire de tous, je pense que c'est un champignon qui s'appelle le reishi. Hein, je vois pas mal de gens utiliser ce champignon pour ses effets sur l'immunomodulation. Mais en fin de compte, c'est un puissant produit pour diminuer la testostérone en DHT jusqu'à 80%. Hein, donc il a des effets androgéniques très très forts. Et donc voilà, il y a aussi des molécules naturelles. Hein, il y a des molécules chimiques, des médicaments, on a vu des xénoestrogènes, des BPA, etc. Donc tous ces polluants-là, c'est pour ça tout à l'heure on va donner quelques conseils justement pour le stress, tout ça aussi. Alors le stress, oui, le stress, faut en parler. Hein, le stress, c'est un petit peu différent. Le stress, c'est ça va aussi un stress, on pourrait dire. C'est un stress physiologique. Et si on parle du stress chronique, par exemple, le stress chronique, par exemple, hein, le stress, il peut avoir des effets vraiment à long terme sur la production de testostérone. Déjà, perturbation de l'axe hypothalamo-hypophysaire testiculaire, hein, avec élévation du taux de testostérone qui va perturber la testostérone. Par exemple, il y a des exemples chez les GI dans la guerre du Golfe, où là, c'est un stress intense de guerre, et ben les taux de testostérone, ils se retrouvent avec des taux de testostérone de nouveau-nés et une dégradation des récepteurs aux androgènes. Hein, d'accord ? Après, il y a une diminution de cette production de testostérone avec un cortisol élevé, mais aussi le cortisol va activer l'aromatase. Hein, donc, on va faire plus d'estrogène. Donc, on voit bien que le stress aussi, c'est peut-être un facteur aujourd'hui, on a un stress psychique assez fort, il y a le stress physiologique amené par tous les polluants, et c'est là qu'il va falloir travailler en médecine fonctionnelle pour rétablir ça, afin de retrouver un taux de testostérone correct. D'accord ? Okay. Donc dans les perturbateurs, on garde l'exposome, on garde le stress chronique et le cortisol. Et puis on pourrait parler quand même peut-être aussi quelque chose, j'y tiens, c'est toutes les huiles raffinées. Hein. On voit aujourd'hui, à part l'huile d'olive, hein, toutes les huiles raffinées, elles vont avoir un effet estrogénique lac,
elles vont se mettre sur la protéine ce qu'on appelle la SHBG. Donc, elles vont augmenter la SHBG et elles vont surtout baisser, j'en avais parlé dans une diapositive, l'ostéocalcine. Et il faut savoir l'ostéocalcine qui vient de l'os et joue aussi sur la synthèse de production testiculaire de testostérone. Hein. Donc, on sait qu'il y a des études qui sont montrées là-dessus et que c'est peut-être aussi le dopage de demain et c'est pour ça qu'on surveille l'ostéocalcine parce qu'elle est capable de montrer puissamment les productions de testostérone. Mais on sait que, par exemple, justement, ces huiles raffinées vont baisser l'ostéocalcine, qui est vraiment pas très bon du tout en créant un stress oxydatif en même temps. D'accord. Ok, donc les perturbateurs, l'exposome, le stress chronique, les huiles raffinées. Voilà. Après 5 tasses de thé vert, tout le monde s'en avale pas, voilà. Et 2 grammes de reishi non plus. Et voilà. Donc, on va quand même finir, puisque si on veut finir en médecine fonctionnelle, il faut parler d'intestin. Hein, il y a donc une théorie qui s'appelle gelding. Gelding, qu'est-ce que c'est le gelding? En fin de compte, c'est gut endotoxin leading decline in gonadal function. Hein, c'est un peu un terme anglais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, dès lors qu'on a une perméabilité intestinale avec une dysbiose intestinale, on va faire des endotoxines dans la circulation qui vont diminuer la production testiculaire de testostérone directement par inhibition de la stérogenèse au niveau des cellules de Leydig. Ça, il y a des récepteurs des toll-like récepteurs sur les testicules. Donc tout ça, ça baisse la production de testostérone et de manière indirecte, ça diminue aussi ces endotoxines, la production des gonades LH et FSH, donc déclin de la fonction gonadique. Et en plus, pour couronner la chose, on a une bactérie qu'on appelle le 3-hydroxy stéroïde déshydrogénase qui désactive la testostérone et ça, il est stimulé par des mycobactères, donc des pathogènes dans l'intestin. Donc on voit que on peut désactiver par ce qu'on appelle les bêta-protéines, protéobactéries, hein, et tout ça, ça va faire que on baisse puissamment sa production de testostérone. Il y a aussi les clostridiums. Et la bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui ont justement une bonne alimentation, avec un bon taux de butyrate, les fibres qui vont créer du butyrate vont augmenter la testostérone chez l'homme. Voilà. Ok, donc une diversité bactérienne. Ah voilà, oui, ça c'est ça. Pour la testostérone. Exact. Okay. Voilà. Juste 2 dernières questions. La première, c'est comment tu évalues toi ton taux de testostérone? Est-ce que tu te fies que à de la clinique? Est-ce que tu te fies aux analyses classiques? Ça c'est intéressant parce que c'est là que souvent on se trompe. C'est que la testostérone libre, elle est utilisée souvent avec l'hypothèse qu'elle va indiquer le taux de testostérone active. Hein. Donc la testostérone qui est pas liée à ce qu'on appelle l'albumine ou la SHBG. C'est 2 protéines de transport. SHBG, c'est Sex Hormone Binding Globulin. Donc ça, c'est une hypothèse qui est complètement erronée. La testostérone libre, je le répète, n'est pas le meilleur moyen pour déterminer si on souffre ou non d'une carence en testostérone. Et malheureusement, c'est pas fiable et ça représente une infime fraction de la quantité de testostérone. Hein, parce que la testostérone libre, elle n'est pas une mesure indépendante. Elle dépend fortement de vos enzymes, des protéines de transport, sex hormone globulin et un peu à moindre degré l'albumine. Hein. Donc, qu'est-ce que tu doses? Voilà. Donc ça c'est important parce que la SHBG, elle est augmentée aussi par les hormones thyroïdiennes, les estrogènes, la progestérone. Elle est diminuée par la testo, DHEA, donc les niveaux élevés d'insuline. Hein, donc c'est pas du tout représentatif de regarder la testostérone libre. Il faut plutôt regarder parce que qu'est-ce que c'est la testostérone libre? C'est la somme de testostérone, de DHT, DHEA, d'hormones de croissance, d'insuline, d'hormones thyroïdiennes, d'estrogènes, progestérone. Tout ça fait que ça ne donne pas du tout un indicateur. Hein. Donc ça c'est problématique. Donc le meilleur indicateur, moi je vais vous le donner, et ça j'avais appris par un endocrinologue. Quand j'étais en Californie déjà, il m'avait expliqué que le meilleur indicateur de l'activité de la testostérone, c'est la testostérone totale. Et le deuxième indicateur, c'est la testostérone biodisponible. Hein, c'est celle qui est calculée et non mesurée, qui est obtenue par une formule, on va dire, des valeurs totales de testostérone, d'albumine et de sex hormone binding globulin. Donc on voit qu'il faut plutôt regarder ces testostérones totales avec l'âge. Et là, effectivement, et les symptômes aussi, parce que pour établir un diagnostic, il faut les symptômes. Mais on en finit pour le diagnostic. Qu'est-ce qu'il faut regarder? S'il y a une perte de masse musculaire, une diminution de la densité osseuse, diminution du volume testiculaire, déjà, ça c'est la clinique. Ensuite, en laboratoire, on regarde la testostérone totale.
si elle est plus basse que 300 à 350 nanogrammes décilitres, là, il y a suspicion effectivement qu'il y a une production de testostérone qui est pas du tout désirable. Donc là, ça peut être un problème d'hypogonadisme. Le taux de SHBG aussi d'albumine, on le regarde, et elle doit toujours mesurer le matin. Et le taux optimum, c'est entre 500 nanogrammes et 1000 nanogrammes. Et l'objectif, c'est de plutôt être entre 500 et 800, c'est-à-dire des valeurs moyennes, hein, ni trop bas ni trop haut. Ça, c'est les dernières publications scientifiques sur l'évaluation de la testostérone. D'accord ? Okay. Super, écoute, nickel. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant de tout ça et comment on arrive à un bon testostérone? Pour résumer, on sait que l'homme, il n'y a que 1% de testostérone qui est active. C'est pas beaucoup. Après 45 ans, il y a cette protéine active qu'on appelle la protéine testostéronide, et elle est fixée à la SHBG. Hein. Mais quand on sait qu'avec l'âge, la SHBG, c'est ça qui est intéressant, elle baisse de 40% en moyenne. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a une perte de la libido. C'est pas lié à cette testostérone libre, c'est lié à cette SHBG. Par exemple, vous prenez un taureau. Un taureau, par exemple, le taureau, lui, il produit, on va dire, 80 fois plus de testostérone libre que par rapport à un homme, 1%. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant de comprendre que c'est cette SHBG, c'est ça qu'il faut mesurer, c'est la testostérone totale. On peut tout mesurer, libre, tout total, mais surtout la SHBG, parce que plus elle est élevée, moins vous avez de testostérone disponible sur les récepteurs. D'accord ? Ok. En 3 minutes, comment tu fais pour maintenir un taux de testostérone ou faire monter un taux de testostérone? Alors, sans prendre de la testostérone, sinon c'est trop facile. Ouais, alors, déjà, premièrement, contrôler la glycémie, hein, et surtout une alimentation hypotoxique. Et pourquoi hypotoxique? C'est-à-dire avec le moins possible de toxines environnementales. Ça, c'est la meilleure tox. Donc, il faut enlever les polluants au maximum. Donc, il faut plutôt manger bio, le plus possible. Manger des graisses aussi, parce que les graisses, c'est important. Le LDL, on l'a vu, c'est lui qui fabrique les hormones. Donc, il faut pas supprimer les graisses saturées, il en faut un petit peu. Des poissons gras, l'huile d'olive, hein, et une alimentation, on va dire généralement, avec des glucides, des protéines et des lipides, toujours avec au moins 20% de graisse dans l'alimentation. Faire de la musculation ou de l'exercice physique. Mais la musculation, elle est intéressante parce que modérément, hein, c'est pas, on peut en faire à tout âge, parce que ça crée une régulation de la testostérone. 10 à 15 minutes d'exercice physique, même des séries longues, vont augmenter donc la sensibilité des récepteurs aux androgènes et créer, on va dire, un peu plus de récepteurs. Le soleil, important. Hein. On sait que le récepteur VDR de la vitamine D va synthétiser plus, d'ailleurs les taux de testostérone sont toujours plus élevés, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, l'été l'hiver, c'est vrai, c'est lié au soleil. Hein. Donc s'exposer. Manger assez de protéines, éviter l'alcool, bien évidemment, tous les médicaments, les bêta-bloquants, les anticholestérols, les spirolactones qui sont pour des diurétiques anti-androgènes, et surtout les antifongiques, parce que ça bloque les cytochromes, donc la synthèse des protéines. Antifongiques synthétiques. Hein, okay. Hein. Perdre excès de poids, dormir suffisamment, rester sexuellement actif. Ça, c'est déjà là les premières évaluations pour augmenter son taux de testostérone. D'accord ? Okay. Ensuite, après, on pourrait passer au complément alimentaire. Alors, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de boosters de testostérone. On peut en jeter à 90% à la poubelle. Hein, là-dedans, il n'y a pas grand-chose qui marche. Alors, moi, j'aime bien l'acétylcarnitine. On l'a vu tout à l'heure parce que récepteur. Mais en même temps, ça augmente le NO et ce qu'on appelle le guanosine monophosphate cyclique GMPC, qui sont importants justement pour stimuler ce qu'on appelle au niveau hypothalamus LHRH, hein, qui va activer les gonadotrophines et permettre justement une meilleure synthèse au niveau des cellules de Leydig dans la testicule et une meilleure production de testostérone. Donc il y a une liaison directe avec le récepteur LH hein, via le cyclique AMP grâce à l'acétyl-L-carnitine ou la carnitine. Donc ça c'est vraiment intéressant, c'est pour ça qu'on le réadapte. Moi quand on a fait la formule, on l'a mis pour les sportifs pour cette raison d'augmentation de testostérone et aussi de dopamine, d'accord ? Ensuite on pourrait parler d'un produit que peu de gens connaissent,
qui est le bore ou boron en anglais, hein, et c'est un produit qui est assez extraordinaire. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, il permet de décrocher, il va réduire les estrogènes. On sait qu'en 6 heures, c'est-à-dire en prise de bore, entre 3 et 6 mg, on augmente la testostérone libre de 8,55 picogrammes millilitres à 11,25 picogrammes millilitres en seulement 6 heures. Ça réduit les estrogènes à 50%. D'accord? Parce que ça réduit la SHBG, qui est régulée à la hausse par les estrogènes. Donc ça libère plus de testostérone en réalité. Et ça apporte un avantage sur le gain musculaire, la libido, la perte de graisse. Et on sait que le bore est intéressant. Il y a eu des études qui ont été faites au Texas parce qu'il y avait des eaux souterraines et il y avait une augmentation dans la population des niveaux de testostérone chez les hommes. Et ils ont trouvé qu'en fin de compte, c'était lié au bore qu'il y avait dans cette eau. Et donc en plus le bore augmente la vitamine D, donc ça c'est aussi intéressant, il baisse l'estradiol et la SHBG. Donc on va se retrouver avec une cartographie intéressante au niveau de la signalisation des androgènes. D'accord? Okay. Alors après il y a d'autres molécules qui sont dans le même schéma. C'est l'extrait d'ortie qui a la même particularité, mais aussi mon petit déjeuner préféré, l'avoine, parce que dedans il y a l'Avena sativa. C'est trouvé dans les flocons d'avoine, ça a les mêmes mécanismes, ça baisse la SHBG, ça libère la LH. Donc c'est un peu un clone au niveau biochimique de la testostérone, puisqu'il a à peu près les 4 anneaux de base comme le stéroïde, et donc il va se lier aussi à la SHBG. Donc ça c'est intéressant. Donc ça c'est toujours pensé, l'âge, c'est la SHBG qui baisse. Donc là on est dans 3 molécules très intéressantes, le bore, l'extrait d'ortie et l'extrait du flocon d'avoine, l'Avena savina. D'accord? Pas mal. Ok, facile à mettre en place. Okay. Le bore, il existe rarement en unitaire. Je sais qu'on l'a dans le multi de Benfida, il y a du bore, qui est aussi avec du molybdène et tout un tas d'autres éléments. On pourra le retrouver là-dedans. Ok. Et le dernier que je mettrais en amont, c'est le shilajit, parce que en fin de compte, on sait que on en a parlé, on a fait une vidéo là-dessus. C'est une matière organique où il y a beaucoup d'oligoéléments, des minéraux, et d'un point de vue hormonal, il est vraiment intéressant. Et il y a eu une étude qui a été faite en 2016 chez l'homme, je dis bien chez l'homme, pas chez l'animal, dans le journal Andrologica, qui a montré que le supplémentation en shilajit chez les hommes en bonne santé avait une augmentation de 20% de la testostérone totale, donc de la production, et de 19% de la testostérone libre. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. En plus, ce que j'aime bien, c'est aussi, on a parlé tout à l'heure de la mitochondrie. On sait que le shilajit, c'est un régénérateur cellulaire au niveau de l'électromagnétisme, un booster d'ATP, et donc il va aussi avoir cette particularité d'améliorer la synthèse des androgènes, et aussi de renforcer aussi tout l'aspect mitochondrial, énergétique. Et dernier point, je pourrais dire que le shilajit, il est intéressant dans le sens, il va aussi chélater tous les toxines intracellulaires, les métaux lourds, les POP, le glyphosate, pesticides, et aussi les nanoparticules. Donc ça, c'est intéressant. Shilajit, extraordinaire produit. Oui, non, mais c'est pour ça qu'on le met. L'acide humique et l'acide fulvique, qui sont très, très, très intéressants, même sur l'aspect du microbiote, on en rediscutera. Exactement. Tu nous as pas parlé. Le MK4, K2, MK4. Mais alors là, je vais quand même mettre une nuance, c'est des études qui ont été faites chez l'animal. Mais déjà, il faut trouver de la vitamine K2, MK4. Donc surtout. Oui, c'est pas MK7, soyons précis. Voilà, c'est MK4. On a une augmentation au niveau du testicule de la testostérone qui est assez intéressante, qui a été montrée parce que c'est aussi un booster LH. Et que ça permet d'avoir une testostérone intracellulaire beaucoup plus élevée, et on a une augmentation assez significative de 200 à 900%, mais ça c'est d'études chez les animaux, ça n'a pas été essayé chez l'homme, mais c'est très intéressant. Par contre, elle doit être de très bonne qualité, ça c'est important. Voilà. Et donc la MK4 est la forme active de la K2, la MK7 doit se transformer en MK4, et c'est en milligrammes. C'est pas en microgrammes comme la MK7. Exactement. Et généralement, 1 mg à 2 mg suffisent pour avoir cet effet. Et c'est pas comme l'ostéoporose.
sur la production intracellulaire de testostérone. Ouais. Donc voilà, pour finir, c'était juste pour expliquer que on a le pouvoir avec l'âge, puisque on retrouve dans des peuplades, même à 80, 85 ans, des taux de testostérone qui sont corrects, dans les bonnes moyennes, même parfois élevés, hein, plus que les jeunes d'aujourd'hui qui subissent malheureusement tout cet environnement pollué. Et donc le but, c'est d'expliquer que s'il n'y a pas un hypogonadisme avéré, hein, donc bien choisir son endocrinologue et pas un endocrinologue, ou plutôt un médecin de médecine fonctionnelle qui va lui faire l'évaluation si vous avez vraiment un hypogonadisme qui a été prouvé, hein, ou souvent c'est des tests que j'expliquais qui sont faits dans les hôpitaux, LH, RH qu'on balance, on regarde pendant 3-4 heures pour voir si vraiment il y a un hypogonadisme, parce que c'est pas facile à déceler forcément dans des tests classiques. Et ensuite voir si c'est justement une baisse de testostérone qui est liée plutôt à l'environnement. Ok, super. Et on gardera en tête l'acétylcarnitine pour la sensibilité des récepteurs, le bore, l'extrait d'ortie, l'avoine, on va se transformer en cheval dans pas longtemps. À manger les chevaux, c'est pour ça que les chevaux sont en forme. Hein. Après, le Shilajit qui est un produit originel de Ronalis, donc c'est ouais. Alors je voulais juste faire un petit aparté sur l'avoine. Il faut prendre de l'avoine de très très bonne qualité, parce que si vous prenez les Quaker Oats, c'est bourré de glyphosate. Hein. Sachez-le, hein. D'accord. Donc on n'aura pas envisageable. Eh oui, donc il faut de l'avoine de qualité. Avoine bio du magasin d'à côté, ça ira très très bien. Ouais, voilà. Voilà. Super Bruno, un grand merci pour toutes ces explications, c'était passionnant et c'est un sujet, beaucoup de choses qui sont écrites dessus. Eh bien, on pourra revoir cette vidéo avec grand plaisir et la prochaine fois, un nouveau sujet qu'on ne sait. Si on a évoqué la mitochondrie, ça serait l'occasion de revenir un peu sur la fonction mitochondriale, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour optimiser ça, puisqu'elle intervient dans la transformation du LDL en prégnénolone. Exactement, elle joue dans pratiquement tous les paramètres hormonaux. Donc elle est, même quand on regarde la surrénale, on regarde n'importe quelle hormone. Janvier, c'est le mois de la mitochondrie. Exactement, on est dans le cœur de la cellule. Super, impeccable. Okay. Excellente fête de fin d'année à tout le monde. Bruno, excellente fête de fin d'année à toi également. À vous tous. Reviens-nous en forme après les vacances. Écoute, oui. Il y a pas et on se tient au courant très vite. Exactement. À bientôt. À bientôt. Ciao.